Aujourd'hui, on atteint le stade de la pesanteur. Je suis tellement fatiguée que je fais même plus la gym. Ça va être l'occasion de revenir sur le page disgracié parce qu'il n'y a strictement aucun rapport, alors on y va. Et parce qu'il n'y a aucun rapport avec le page disgracié, évidemment, j'ai envie de revenir un peu sur ce petit livre que j'ai acheté aujourd'hui, donc de Kate Wilhelm. Alors moi j'ai envie de le dire à l'allemande, mais en fait elle est états-unienne, ou elle était, je sais plus si elle est vivante ou morte. 5 € le passager clandestin, j'ai lu ça en terrasse rapide. Vu que j'avais qu'un demi, c'était quand même rapide, j'ai fini dans le métro. Dans le métro? Non, oui, je l'ai fini dans le métro. C'est mignon, Demain le silence, petite nouvelle. Je m'étais demandé si ça pouvait pas faire la vidéo d'aujourd'hui parce que je suis toujours dans mes pavés, je suis toujours aussi... C'est même pas que je m'endors vite. C'est pas que je m'endors vite. C'est que je mets du temps à décrocher de Twitter. Et après, une fois que je décroche de Twitter, là, je m'endors vite. Et donc, j'avance pas les lectures. Je suis toujours dans les chroniques du pays des mers. Ça me plaît beaucoup, mais ça fait 800 pages, quoi. Donc, chaque semaine, je me dis, oh, peut-être la prochaine. En fait, j'en suis à la moitié, donc peut-être pas la prochaine. Mais je continue. Wendy Delorme en même temps, je suis un peu partagée, mais on en reparlera au moment venu, si ce moment vient, parce que parfois, plein de choses ne viennent jamais. Ça, c'est mignon, petite nouvelle. Ça disait en 1970, donc on est 10 chroniques science-fiction. Le passager clandestin, c'est une espèce de collection, si j'ai bien compris, de nouvelles un peu canoniques, enfin qui appartiennent à un canon de la SF. J'ai trouvé ça chouette, j'aime bien le format. C'était super pratique à lire dans le métro, en plus il n'y avait personne dans la rame, c'était génial. En 1970, Kate Wilhelm imagine une époque où l'amour de la nature est synonyme de la folie. Bon, c'est vraiment pas le meilleur résumé. En gros, on a un couple, on suit le mec. J'ai pas compris pourquoi on suivait le mec, je trouvais que la nana était intéressante ou pourquoi c'était pas inversé. Mais bon, c'était intéressant. En fait, on comprend petit à petit, là je vous ramène, je vous renvoie au paradigme absent de Marc Angenot pour la science-fiction, on en reparlera probablement, mais c'est vraiment un article majeur. Avec cette grande question, la science-fiction, est-ce qu'elle va vous expliquer ab ovo, depuis l'œuf, au commencement était le verbe, etc. Ça c'est vraiment du commencement ab ovo. Ou est-ce que vous, boum, vous arrivez dans un univers et petit à petit vous comprenez ce qui va se passer un peu autour. Évidemment, on est dans ce cas de figure qui est quand même le cas de figure le plus courant, et on a énormément d'intermédiaires entre les deux. Donc on a un couple, on comprend qu'il y a un couple au sein d'une équipe globalement de scientifiques dans une navette spatiale qui arrive sur une planète ou sur une zone, on ne sait pas exactement, et ben ils découvrent une chose qu'ils ne connaissent plus, la nature. Étrangement une nature à la fois dite sans vie, en tout cas sans animaux, mais une nature végétale. Et qui va être plutôt répulsive pour la femme, plutôt attirante pour l'homme, qui est le personnage principal, qui est vraiment le protagoniste. Et l'homme, bon, je me laisse spoiler, attention, je spoil, je divulgage. Et l'homme, en fait, piège sa compagne pour rester sur la planète, mais il y a un second volet où il se réveille et boum, 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 c'est là où on a, et là, je divulgage pas complètement tout, comment on appelle ça ? Un twist. Un twist, un renversement, une chute. Voilà. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette nouvelle, bon, ce sont les descriptions de la nature, les descriptions de la ville d'où ils viennent, un peu moins, parce que c'est vraiment la ville cauchemardesque. Je ne l'ai pas trouvé très très élaborée, mais la description du bruit ou du silence de la nature, puisqu'on est dans une nature végétale, et des bruits, et de la sensation de la nature, ça j'ai vraiment bien aimé. Donc je le mentionne quand même, c'est fait. On revient sur Le Page disgracié de Tristan l'Hermite, qui est toujours un de mes romans préférés, mais qui d'ailleurs n'est même pas un roman. En plus, il n'est même pas fini. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que je préfère. Le Page disgracié, c'est cette espèce de roman un peu autobiographique de Tristan l'Hermite, qui appartient à une famille de noblesse ancienne, mais aussi marginalisée. Alors la famille l'Hermite existe toujours, hein, et quand je dis Tristan l'Hermite, c'est pas Thierry l'Hermite. Mais peut-être qu'il y a un lien, en fait, il faudra que je te demande. Et j'avais déjà lu un passage, je vais le mettre en fin de vidéo, au moment où le page est malade, et où il a l'impression qu'il a en lui un trou, qu'il est percé, en fait. Et la maladie, les hallucinations de la fièvre, lui font supposer
qu'il a un véritable trou, un peu comme dans un cartoon, vous voyez, je sais pas, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, quand il rentre dans les trous comme ça, on peut jeter un trou et après on entre dedans. C'est génial, j'adore Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je crois que c'est encore mon film préféré, peut-être que je regarderai ça ce soir, si je ne m'endors pas sur Twitter. Alors, mais en fait, quand j'avais choisi ce texte, cet extrait que j'aime vraiment beaucoup, cela ne m'a pas permis non plus de donner une idée de ce qu'est le page disgracié, parce que c'est quand même aussi un passage qui est assez étonnant. Alors que le page disgracié est étonnant, mais d'une autre façon, puisqu'il s'agit donc de ce qu'on appelle un récit picaresque. Et en même temps, c'est du picaresque qui est bizarre. Le picaresque, c'est un genre littéraire qui est fondé sur le personnage du Picaro. Et attention, c'est pas Tintin chez les Picaros, mais, je pense que c'est pas par hasard. Si Hergé a choisi ce nom, il faudrait que je fouille pour en savoir davantage. Le Picaro, c'est en gros le vaurien, le valet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le roman espagnol du XVIe siècle auquel je ne connais strictement rien. Et on a des romans picaresques, on a une ligne picaresque française. C'est vraiment les romans des vauriens, des valets. Des romans qui sont souvent très décousus parce que ce sont les cheminements, souvent liés à la faim, à la nécessité, à la misère en fait, hein, qui vont expliquer les déplacements des personnages et l'enchaînement des aventures. Comme voilà, et tout le déroulement, et ce sont des romans, bon, souvent on leur fait une happy end. Alors le grand roman picaresque français, sont les aventures de Gil Blas de Santillane, de Le Sage, c'est assez drôle, hein. Bon, ça finit de façon cucu, mais ça finit vite, alors c'est pas un problème. Mais en fait, voilà, on est dans une espèce de tradition comme ça un peu étrange, dans laquelle le page disgracié a vraiment une place particulière, parce qu'on sait que les récits sont quand même à peu près autobiographiques, ce qui est une des raisons qui explique pourquoi ils n'ont pas de suite, et parce qu'on a des jeux de registres assez subtils, et l'ensemble baigne dans une espèce de nostalgie, alors complètement anachronique ici le terme de nostalgie, puisque la nostalgie c'est la maladie des gardes suisses, qui devenaient fous au Vatican et qui rentraient chez eux. C'est pour cela qu'au début de Voyage au bout de la nuit, on a cette mention des gardes suisses. Mais là, on a une espèce d'amertume et en même temps amusée. Je ne vais pas dire douce amère parce que c'est abominable comme expression, mais quelque chose de cet ordre-là, qui mène le récit avec des passages qui sont assez amusants et d'autres qui sont franchement plus tristes, hein. Alors je voulais en faire un extrait, c'est vrai que je n'ai pas tellement réfléchi auquel. Je m'étais demandé sur... Ah si, mais si, je sais lequel. On va prendre celui qui explique la mise en route, même s'il y a plusieurs mises en route, parce que donc il vient d'une famille noble, et donc il est extrêmement doué, ce petit garçon, parce qu'il commence petit garçon. Et il est placé auprès d'un grand... il me semble que c'est la cour d'Henri IV, mais là peut-être que mes souvenirs se défaussent. Et il fera plein de bêtises, et donc c'est assez amusant. Alors, donc là, il est sur la route. Alors, souvent, ce sont des récits qui sont un peu emboîtés, ce qui les rend compliqués. Mais déjà, en fait, se mettent en place quelques-uns des éléments qui vont perdre le page. Ouais, je vais lire 2 chapitres, je pense. Enfin, ou en tout cas, je vais attaquer par le chapitre 14. Je suis page 63 de mon édition Folio Classique. Alors là, je vais donner le numéro. Je suis au 2609. Parce qu'en fait, il y en a 2 qui existent avec cette même couverture, qui n'ont pas la même pagination. Ça, c'est ma pagination à grec. Je l'ai aussi eu en prépa, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Chapitre 14. Comment le page disgracié fut pris pour un magicien. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement un titre thématique, c'est-à-dire un titre qui annonce le thème typique de l'époque et de ce type de récit. Alors, on divulgage allègrement, mais en même temps, on n'en dit pas trop. Mais en même temps, si on veut parodier, on va faire des titres à rallonge et ça marche bien. On le retrouve, je crois, encore chez les Monty Python, hein, ça. Mais évidemment, c'est parodique. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Tristan l'Hermite, c'est qu'on ne sait jamais à quel point il parodie ou pas quelque chose. Parce qu'il y a cette espèce de distance de dandy, là aussi je suis complètement anachronique, qui est permanente. Après ce danger échappé, alors c'était, voilà, à chaque fois il y a un cliffhanger final.
Il a réussi à pas se faire punir. Bon, on va continuer. Je me rendis fort circonspect en mes actions et fis une ferme abjuration d'abandonner tous les sujets qui me pourraient attirer l'ire de mon précepteur et me séparer tant soit peu de la chère présence de mon maître. Donc son maître, c'est un autre jeune garçon qui est un grand et qui est assez faible. Et donc il est là pour étudier avec lui, pour être son compagnon de jeu. Je n'eus plus d'autre passion que d'assister diligemment à ses études et à tous ses passe-temps. Son esprit était curieux de toutes les choses agréables et je me mis à l'entretenir assidûment des histoires et des contes qui étaient le plus selon ses sentiments. Il me donnait même quelquefois des secrètes commissions pour acheter des livres, afin qu'après les avoir lus en mon particulier, donc en privé, je puisse l'en entretenir tous les soirs à son coucher. Et ça, ce sera une caractéristique permanente du jeune page, c'est un conteur. Et tout petit déjà, c'est un conteur qui retient tout, avec une grande prédilection donc pour les récits, les romans, plutôt que les mathématiques. Un jour, parmi d'autres livres d'histoire, j'ouvris par hasard un livre de Baptiste Porta, intitulé Magie naturelle. Et, trouvant là-dedans des petits sujets qui me semblaient jolis, je l'achetai pour essayer d'en mettre quelques-uns en pratique. Voyez, il ne le fait pas méchamment, il le fait pour un autre. Je fis un grand mystère de ce livre au jeune prince que je servais. Et lorsque notre précepteur n'y était pas, nous en lisions en secret tous les chapitres, pour voir quelle invention plaisante nous en pourrions mettre en exécution avec le moins de coûts et de difficultés. Parce que c'est pas commode ces affaires-là. Nous y trouvâmes la manière de faire de certaines chandelles à faire voir le soir tous les assistants avec des têtes d'animaux. Leur composition nous parut un peu malaisée, parce qu'Instagram a quand même permis une sacrée avancée dans les blagues. Les filtres. Là, on est en pleine magie. Nous aimâmes mieux expérimenter un autre secret de même espèce qui se pouvait facilement effectuer et à peu de frais. Le fait de donner toutes ces espèces de détails matériels sur les conditions matérielles, ça va partir vraiment picaresque, mais ça va aussi donner des gages d'authenticité de l'histoire qui est racontée, de sincérité. Et en même temps, ça motive ce qui va se passer, et ça déculpabilise, ça dédouane le jeune page. C'est une composition de camphre et de soufre détrempés ensemble avec de l'eau de vie dont le feu devait faire paraître les visages comme sont ceux des trépassés. Il n'y eut que mon camarade qui fut averti de notre délibération pour ce beau spectacle, et je pris fort bien mon temps pour porter en secret, sous le lit de mon maître, les drogues que j'avais achetées. En fait, on est dans la potacherie complète. On va faire un tour de magie. C'est pour ça que Pif Gadget, ça marche. Voilà. On est dans le tour de magie, on prépare le tour de magie, et on va attendre de voir comment va se dérouler le tour. Et nous, on sait déjà comment doit se finir le tour. Il doit faire voir les visages comme ceux des trépassés. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Et quelles conséquences cela pourra avoir? Le soir, lorsque nous vîmes le temps propre pour mettre notre entreprise à bout, mon maître dit qu'il voulait dormir et fit retirer tout le monde. Lorsque nous ne fûmes plus que nous trois dans sa chambre, je m'allai saisir d'un grand bassin d'argent pour faire un fanal de mes matières combustibles. J'allumai donc ma flamme mortuaire au milieu de la place et j'éteignis tous les flambeaux. Et c'est quand même lui qui le mettait en scène. Mon maître sortit incontinent, ça veut dire très vite, du lit pour observer ce beau trait de magie. Mais nous ne pouvions presque rien discerner en nos visages tant la fumée était obscure. Il fallut nous mettre fort près de cette sombre lumière. Mon maître s'assit d'un côté sur un carreau, c'est-à-dire un coussin de velours, et nous nous agenouillâmes de l'autre, afin de considérer nos visages pâles et quelquefois violets. Par projection, Inès. Nous n'avions pas été longtemps dans cette belle contemplation, lorsqu'il se fit un petit bruit derrière nous, comme si quelque chose eût pressé la natte sur laquelle nous étions assis. Mon maître tourna la tête, le premier, et vit un nouveau visage, qui était plus laid que les nôtres, et qui était habillé d'une étrange façon. À cette subite vision, nous jetâmes tous trois un grand cri, et mon maître s'évanouit de frayeur. Ce fantôme épouvantable était notre précepteur que la puante odeur de notre lumière artificielle avait fait descendre de sa chambre pour venir voir ce que c'était. On se rappelle que Maurice, en dessinant ses croque-morts, a systématiquement récupéré des caricatures de ses profs. On est exactement là-dedans, aussi dans ce stéréotype du prof qui a une tête de cadavre. Et qui fait peur, qui est laid à faire peur. Il y en a plein chez Jules Vallès, des profs comme ça, son père le premier. Il s'était approché de nous sans faire de bruit pour nous surprendre, ayant une serviette nouée à l'entour du col contre le rhume, sur une camisole, donc une chemise rouge, et son bonnet à la tête, qui le faisait voir sans cheveux, parce que le bonhomme portait le jour une perruque. Enfin, il était en équipage d'un vieillard qui se met au lit. Tellement que mon maître, ne l'ayant jamais vu fait de la sorte, et lui trouvant le visage hâve à cause de la fausse clarté,
couru fortune de mourir de peur, et pour mon camarade et moi qui étions d'une complexion moins délicate, nous ne laissâmes pas d'en demeurer en terre comme glace. Notre précepteur fit un si grand bruit que des valets qui étaient dedans une antichambre y accoururent. On reconnut à la lumière qu'ils apportèrent que le prince était évanoui, et que mon compagnon et moi n'étions guère mieux. Ce fut un tumulte si grand qu'il est malaisé de le pouvoir représenter, ce n'était que cris, larmes et plaintes. Il y eut quelqu'un des domestiques qui se ressouvint qu'il avait vu par hasard un de mes livres sur le dos duquel il avait écrit « Magie », et qui dit que j'avais fait en ce lieu quelques conjurations diaboliques qui étaient cause de cet accident, si bien que toute la maison était sur le point de se jeter sur moi pour me mettre en pièces. Mais mon maître ne fut pas longtemps à revenir de sa pamoison, et par le véritable récit qu'il fit de cette aventure, il me délivra de ce danger. Mais quoi qu'il pût dire pour mon excuse, on me tint pour fort criminel, et j'eus plus de 20 coups de fouet pour cette malice innocente. On analyse ça rapidement. C'est quoi la structure qu'il va y avoir? Alors, on est sur... D'abord, la structure cadre, c'est celle de l'arroseur arrosé. Il a réussi à échapper à une punition en faisant punir quelqu'un d'autre au chapitre précédent. Ce chapitre se clôt par une punition qu'il considère comme imméritée, des non méritées, mais 20 coups de fouet. Alors, punition toujours sévère et corporelle, on est au XVIIe siècle. Je suis contre, mais je ne pourrais pas refaire le XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va avoir une annonce par le titre thématique que j'ai déjà mentionné. Le page disgracié fut pris pour un magicien. Mais on n'a aucune idée de ce que cela va donner en détail, ni des conséquences de cette méprise. Évidemment, cette méprise, ce quiproquo, c'est de la comédie pure. On est dans la farce. Et ce sont aussi les détails qui vont permettre de connaître la mise en place des stratagèmes, ici donc du tour de magie, qui vont nourrir cette farce en faisant monter la tension dramatique. Arroseur arrosé, deuxième fois, parce que alors qu'ils pensaient faire se voir eux-mêmes comme des fantômes, donc en fait avec des espèces de filtres liés à la projection lumineuse, on dirait pas filtre au XVIIe parce qu'on n'avait pas Instagram, ils sont surpris par celui qui veut les surprendre, mais auquel ils ne pensaient pas, le précepteur. Mais celui-ci ne pensait pas lui-même faire une surprise, et vous comprenez bien qu'on ne peut pas punir le précepteur pour venir voir ce qui se passait et d'être habillé en pyjama. On peut pas, ça se passera pas comme ça. Et c'est donc à ce moment-là que tel est pris qu'ils croyaient prendre, et qu'en voyant un vrai vieillard se mettre au lit, ils ont l'impression de voir un trépassé qui leur fait davantage peur qu'eux-mêmes, parce que, et là on est vraiment dans la farce, parce qu'il est laid et mal habillé, parce que c'est un vieillard qui se met au lit. C'est-à-dire qu'en prenant ces éléments de ce qu'on appelle le bas corporel, alors on n'est pas non plus dans la sexualité ou la défécation, mais dans le grimaçant du quotidien, qui en même temps montre bien aussi ce qu'est une cour, puisque ce précepteur n'est jamais vu autrement qu'habillé, et qu'avec la perruque et en tenue, et donc il ne peut pas être reconnu. Et donc lui aussi, il n'est pas exactement pris, il est surpris, sans pouvoir s'attendre à ce que son apparition fasse de tels dégâts. Mais il faut bien qu'il y ait un coupable, ce coupable ce sera le page. Que se passe-t-il ensuite? Chapitre 15, oh je me fais plaisir. Comment le page disgracié donna 6 coups d'épée à un cuisinier qui lui fit peur, et quelle fut sa première fuite. On fut plus de 15 jours à ne faire autre chose que de parler de mon trait de magie. On se rappelle que la magie c'est quand même particulièrement sulfureux au XVIIe. Là, moi je dirais qu'on est plus de l'ordre du truc à ce niveau-là. Proche de la physique ou de l'expérience de chimie, mais ça n'existe pas en tant que tel, à cette époque-là. Donc de montrer de magie dont chacun disait ses sentiments selon la portée de son esprit. Les plus sages, considérant plutôt mon intention que l'événement de ma recette, excusaient aucunement ma jeunesse. Mais les ignorants exagéraient ma faute et faisaient sur un si petit sujet 1000 discours extravagants. Entre les autres, il y eut un certain cuisinier d'esprit léger, et qui était en réputation d'avoir quelque pente à la folie, qui s'avisa de me vouloir faire peur, en revanche de l'alarme que j'avais donnée à tout le monde. Donc lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et il a déjà été puni, le page. Donc hop, on en remet une couche. Et là, on a évidemment les éléments qui installent l'ambiance, différentes façons de considérer l'événement, ce cuisinier, parmi les esprits faibles, et qui lui-même est d'autant plus faible. On sent que ça va mal se passer. Un soir que mon maître était allé à la campagne pour 2 ou 3 jours, et que je m'étais couché de bonne heure pour me délasser
du grand exercice que j'avais fait à jouer tout le long du jour à la pomme, ce maître, folle de cuisinier, mit une chemise blanche par-dessus son pourpoint et la bigara toute de taches de sang. Il mit encore sur sa tête un turban fait d'une serviette accompagné d'une grande quantité de plumes de volaille. Avec cela, il prit un tison allumé qu'il mit à sa bouche et vint tirer le rideau de mon lit et me regarder fixement cet équipage. Sitôt, je ne faisais que sommeiller, de sorte qu'il n'eut pas beaucoup de peine à me faire ouvrir les paupières. Sitôt que je vis ce fantôme, je me sentis émue d'un certain transport, que je ne saurais bien dépeindre. Je ne sais quelle audace et quelle colère se mêlèrent à mon épouvante, mais je sais bien que je sautai promptement à mon épée et que j'en chargeai furieusement l'image qui m'épouvantait. Je la conduisis jusqu'à ma porte à grands coups d'épée, sans pouvoir rien comprendre aux paroles qu'elle disait, et je lui eusse encore fait plus d'honneur n'eût été qu'elle se précipitât du haut de l'escalier en bas. Quantité de gens montèrent aussitôt à ma chambre avec des flambeaux, et, me trouvant encore tout pâle d'effroi et mon épée nue à la main, me demandèrent ce que je croyais avoir fait. Je répondis que j'avais chassé un esprit qui m'était venu tourmenter dans ma chambre. Là-dessus, on me certifia que c'était un cuisinier du logis que j'avais blessé de 6 coups d'épée, et qui était en danger de mourir. Vous pouvez penser si je fus étonnée de cette nouvelle et si l'image de la punition que j'attendais ne me servit pas d'un second fantôme pour m'épouvanter toute la nuit. Le lendemain, dès qu'il fit jour, je m'habillai pour me sauver, sachant bien qu'on ne ferait aucun effort pour m'arrêter, n'ayant personne à la maison qui eût l'autorité de mettre la main sur moi, que notre précepteur, qui était allé à la campagne avec mon maître. Je m'imaginais qu'ayant été fouetté cruellement pour des fautes assez légères, je le serais beaucoup davantage pour avoir ainsi tué un homme. Et ce raisonnement me fut une terreur panique. Je pris ma course au sortir du palais et ne m'arrêtai point que je n'eusse fait 10 ou 12 lieues. Mais, comme j'étais ardent et dispos, je fis cette traite avec tant de violence que je demeurai comme m'estropié en une maison d'un village, où je m'arrêtai 4 ou 5 jours sans pouvoir passer plus outre, à cause des ampoules que j'avais aux pieds. Et je vais rester là, mais le chapitre continue. Qu'est-ce à dire ? Évidemment, on n'est pas dans une narration qui va être strictement chronologique, puisque elle va... Il sait ce qu'aura fait le cuisinier, il le reconstitue, ici un peu comme un narrateur omniscient, comme celui qui aura compris après coup, est-ce à ce moment-là, est-ce plus tard, on ne sait. En tout cas, on va avoir une explication rationnelle de l'image avant de voir l'image, ce qui est très différent et va amener un effet très différent de l'apparition subite qu'aurait été le cuisinier sans qu'on sache que c'était le cuisinier. C'est ce qui permet de faire de ce fantastique du comique, de la peur un élément amusant. Parce que le moment de l'apparition, il va faire rire. Moi, il me fait rire, beaucoup. Qu'est-ce qui va faire rire ? Comme dans le chapitre précédent, les espèces de costumes, l'espèce de punition inversée, et encore la fin, elle fait moins rire. Et Enfin, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est ce type qui ouvre le rideau du lit et qui reste là, et qui bouge pas. Avec son tablier blanc plein de sang, son turban plein de plumes de volaille, et un tison dans la bouche, donc avec de la lumière dans la bouche, comme si vous aviez une torche. Et je comprends qu'on soit effrayé de cette image. Mais effectivement, quand on explique sa mise en place, eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne pour créer un effet comique, un décalage entre... c'est-à-dire que là, le saugrenu, il faudrait que je fasse un jour quelque chose sur l'ange du bizarre de Poe, il y a quelque chose de ça, mais c'est complètement décalé, et c'est effrayant, surtout en hypnagogie, enfin, sur le moment des petites hallucinations qu'on a juste avant le sommeil, ce moment où on peut avoir l'impression de tomber, par exemple. Tomber dans les rêves, c'est encore autre chose. Voilà, enfin, la frayeur est vraiment compréhensible, mais elle va créer un effet comique parce qu'on sait ce qui aura permis de la mettre en place. Donc c'est un peu un inverse, un calque inversé du chapitre précédent. Et en même temps, on a un second fantôme, et ce second fantôme, il n'existe pas plus que le premier, ou du moins pas plus à l'état de fantôme que le premier, c'est celui de la frayeur panique qui va lancer le page disgracié sur la route. Reprendre l'apparition et la peur par un second fantôme, c'est à la fois donner une forme de crédit à cette peur qui a bien été réelle, mais
également, ça va lui donner une dimension fantastique, hein, par une espèce de haut degré. Voilà, on dirait que t'as vu un revenant ou des choses comme ça. Et en même temps, ça joue de cette peur. On a là encore un effet comique où la reprise du fantôme, de l'expression fantôme, permet de mettre la peur à distance, puisque l'on sait finalement, et le lecteur sait d'emblée, alors que le personnage dans l'histoire ne pouvait pas le savoir, que de fantômes, il n'y en a pas. Voilà, le Pachis Gracier, c'est pas seulement des petits sketchs comme ça, mais c'est beaucoup de ce genre de petits sketchs. Il y en a beaucoup, ce sont vraiment ça, hein, qu'on appelle des scénettes, ici évidemment narratives. Et ça me fait encore rire. Je vous dis à bientôt.